Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une fois de plus, bienvenue au Parc Expo de Mulhouse, bienvenue à BI 4.0, le salon industrie du futur. Pour ceux qui ne m'ont pas vu hier, je suis Anis Mbida, je suis journaliste à la télé, à la radio et sur le papier, et je vous accompagne pendant toutes ces plénières. Alors hier, on a beaucoup parlé des enjeux de l'intelligence artificielle, les enjeux du numérique pour l'industrie. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux enjeux de la transition énergétique et on va surtout vous présenter les pratiques les plus innovantes en la matière. Alors depuis hier, on insiste également énormément sur la collaboration et notamment la collaboration à l'échelle régionale mais également à l'échelle européenne. Et donc ce sera une conférence trinationale portée en France par la CCI Alsace Eurométropole et ses équivalents suisses et allemands. Et elle s'inscrit évidemment dans la stratégie un campus industrie 4.0. Donc on va demander un membre de son board de nous rappeler les enjeux de cette initiative. Merci d'accueillir le vice-président de M2A en charge du développement économique, Laurent Rich. On peut applaudir quand même Laurent Rich. Alors expliquez-nous, pour ceux qui ne connaissent pas cette initiative, qui existe depuis quelques années, qui a fait beaucoup de choses déjà. Alors Campus Industrie, là vous êtes dans une conférence Campus Industrie 4.0. Campus Industrie 4.0, c'est quoi? C'est dans la fin des années 2000, au moment où il était pour nous important de pouvoir se dire qu'est-ce qu'on fait par rapport au déclin industriel, au ralentissement économique dans l'industrie, comment on se retrousse les manches pour travailler ensemble de façon concertée pour pouvoir redonner à l'industrie ses lettres de noblesse. Et donc tout simplement, on s'est dit que la première chose qu'on avait à faire ensemble, c'est qu'à côté de clusters de filières, il fallait qu'on mette en place un cluster territorial qui fasse travailler ensemble la CCI, l'université, l'agglomération, les entreprises. Et donc, on a monté ensemble une démarche clusterisée qu'on a appelée Campus Industrie 4.0 et qui travaille autour de 4 thématiques sur lesquelles on a dit qu'on allait mettre nos priorités. Ce sont l'industrie du futur, bien sûr, c'est le numérique, les matériaux et les mobilités, pour porter ces enjeux de booster la performance de 6000 entreprises industrielles territoriales, dont beaucoup de PME, et ça c'est très important. Il faut qu'on puisse continuer à accompagner correctement ce tissu PME. Et donc l'idée c'est de faire émerger de nouveaux projets et puis rayonner au niveau international. Si on passe peut-être la diapo suivante pour ne pas être trop long. C'est quoi Campus Industrie 4.0 dans lequel, et je salue la présence de Jean-Luc Burger, président de la CCI Alsace Eurométropole, c'est avec entre autres la CCI aujourd'hui, mais avec d'autres partenaires, c'est l'organisation de 30 conférences depuis 2014 et plus de 3000 participants. Ces conférences, elles sont thématiques, elles sont importantes sur le fond, mais elles sont aussi avant tout un prétexte pour permettre aux acteurs de se réunir, d'échanger, de pouvoir travailler ensemble. Et on travaille comme ça, sur cette façon-là, depuis plusieurs années. Un groupe de travail international est né en 2016, plus particulièrement, et qui est animé par l'ensemble des acteurs qui sont cités. Vous voyez un certain nombre de conférences, 2 en Allemagne, 4 en France, 3 en Suisse. Donc en plus de ça, on positionne vraiment notre outil et notre démarche sur notre territoire, mais en lien avec les acteurs qui sont nos voisins proches, qui sont les Suisses et les Allemands. Vous voyez, on a mobilisé 800 chefs d'entreprise allemands, suisses et français. Ça, c'est la présentation très rapide de cette démarche. Ce que je voudrais dire, c'est que vous êtes aujourd'hui sur une thématique qui est importante. Campus Industrie 4.0 traite aussi ce sujet-là. On est tous préoccupés par les questions enjeux énergie-climat dans nos politiques publiques. On a un plan d'action et un plan climat au niveau de l'agglomération. Mais les entreprises, en lien avec leur politique de responsabilité sociale d'entreprise, mais aussi avec un objectif d'optimisation et de gestion de ressources, ont intérêt à intégrer cette question-là sur les différents sujets énergie-climat. Bref, c'est un véritable sujet qui croise très certainement en plus les questions des technologies numériques 4.0 pour déboucher sur des actes innovants pour un monde économique plus durable. Merci beaucoup. Oui, merci. Mais oui, parce qu'il y a des enjeux communs dans les 3 régions, des 3 communes il y a des problématiques communes dans les 3 régions du Rhin supérieur, donc c'est important d'échanger, de collaborer pour justement bénéficier des meilleures pratiques qui ont peut-être été développées ailleurs. Pour poser justement ce décor de la transition énergétique, on va commencer par se projeter, par faire un petit peu un tour du monde de ce qui se fait de mieux en matière d'efficacité, en matière de transition énergique. Et on va commencer justement avec le président du syndicat des énergies renouvelables, Jean-Louis Ball, si vous voulez me rejoindre. Bonjour Jean-Louis Ball, installez-vous.
Alors on a voulu que ce soit très interactif, hein, donc si vous voulez poser des questions, automatiquement, il y a un numéro de téléphone qui va s'afficher, c'est le 06 44 69 24 28. Vous pouvez poser des questions, je les reçois sur la tablette et je peux les poser aux différentes personnes qui sont sur scène avec moi. Bonjour Jean-Louis Bal. Bonjour. On ne vous présente plus, mais je vous présente quand même. Ouais. Vous êtes depuis 45 ans dans les énergies renouvelables. Vous avez passé 18 ans à l'ADEME, hein, l'Agence nationale pour les énergies renouvelables, et vous venez, je crois, d'être réélu à la présidence du syndicat des énergies renouvelables. On est ravis de vous accueillir. Merci. Et donc avec vous, on va essayer de brosser un peu, d'éclairer avec tout ce qui se passe en matière d'énergie renouvelable, quel est un peu l'état de l'art aujourd'hui et dans quelle direction on est en train de se déplacer. On va commencer peut-être par un panorama des énergies renouvelables, où en est l'usage des énergies renouvelables dans le monde, et puis après on redescendra sur la France. On en est où aujourd'hui sur cet usage? Alors pour rappel, l'énergie dans le monde, c'est 14 milliards de tonnes équivalent pétrole. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est 60% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est quand même énorme un enjeu. également. Et donc dans ces 14 milliards, 80% sont des énergies fossiles et principalement du charbon qui est extrêmement émetteur de gaz à effet de serre. Les énergies renouvelables, ça représente 18%. Le reste, c'est le nucléaire qui est un mini-sujet, je dirais, dans les enjeux énergétiques. Et les énergies renouvelables, elles connaissent une forte dynamique depuis plusieurs années et elles vont continuer cette dynamique. Mhm. Et dans les grands usages de l'énergie, donc il y a l'électricité, la production et consommation de chaleur et les transports. Et c'est dans la production d'électricité que la dynamique des énergies renouvelables est la plus forte. Mhm. L'hydroélectricité reste la principale des énergies renouvelables électriques, mais la dynamique, elle vient surtout du solaire photovoltaïque et de l'éolien, avec des croissances, avec un investissement annuel qui est de l'ordre de 300 milliards de dollars chaque année. Alors, de forts investissements, une belle dynamique, mais est-ce que c'est suffisant avec le dérèglement climatique? Alors aujourd'hui, dans la lutte contre le changement climatique, le domaine des énergies renouvelables est le seul qui nous a apporté une atténuation donc, des émissions de gaz à effet de serre. Mais c'est encore largement insuffisant. D'après l'AIE, donc l'Agence internationale de l'énergie, il faudrait doubler nos efforts en matière d'énergie renouvelable, mais il faudrait également avoir de beaucoup plus grands efforts en termes d'efficacité énergétique. Et donc c'est ce couple énergie renouvelable et efficacité énergétique qui pourrait nous permettre d'atteindre nos objectifs en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais on en est loin aujourd'hui. Ouais, mais pourquoi ça se développe aussi lentement du coup? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est que je vais peut-être surprendre les industriels qui n'ont pas l'habitude de considérer ça comme ça, mais les énergies fossiles, le gaz, le charbon et le pétrole, sont à des prix très bas. Et qui fait que la compétitivité économique des investissements dans l'efficacité énergétique ou dans un certain nombre d'énergies renouvelables, elle n'est pas atteinte. Elle n'est atteinte que aujourd'hui dans les énergies renouvelables électriques qui ont connu des progrès spectaculaires, et c'est ça qui fait que la dynamique se concentre dans ce secteur de l'électricité. L'autre grand secteur, c'est le domaine des transports, pour lequel la seule réponse que l'on a aujourd'hui, c'est l'utilisation de biocarburants. Oui. Et les biocarburants, c'est fait avec des cultures de type alimentaire, et la priorité des cultures alimentaires, c'est l'alimentation. Oui. Et donc on est limité en termes de développement des biocarburants, hein. C'est aujourd'hui à peu près 3% de notre consommation de carburant. Les progrès à venir dans le secteur des transports, ce sera via l'électrification des transports, mais à condition que derrière l'électricité fournie soit d'origine renouvelable. Oui, parce que si on utilise le charbon pour recharger les voitures électriques, on n'a pas réglé le problème. Donc une dynamique mondiale importante.
beaucoup plus de choses qui sont faites du côté de l'électricité, de l'électricité. Ça, c'est le panorama mondial. Si on descend en France cette fois, comment ça se passe justement est-ce qu'il y a des incitations politiques, notamment, pour que ça aille un peu plus vite? Mais en France, depuis le Grenelle de l'environnement, on a eu une série de lois qui nous fixent des objectifs ambitieux, d'abord en 2020, puis en 2030. Et c'est bien d'avoir des objectifs, mais encore faut-il se donner les moyens de les atteindre. Oui. Au moment du Grenelle de l'environnement, les énergies renouvelables, ça représentait à peu près 9% de notre consommation d'énergie. Aujourd'hui, on en est à environ 17%. Donc on a accompli un certain nombre de progrès, mais qui sont encore insuffisants. Et on a à accentuer nos efforts. Et je pense que les différentes lois qui ont été votées récemment, donc la loi de la transition énergétique pour la croissance verte, améliorée par la loi énergie-climat l'été dernier, devrait nous permettre d'accélérer fortement et particulièrement donc dans le secteur, encore une fois, de l'électricité renouvelable, où on a une compétitivité nouvelle qui permet donc cette progression. Pour vous donner quelques exemples, sur le solaire photovoltaïque, on a aujourd'hui des prix qui sortent donc dans des appels d'offres aux environs de 55 € par mégawattheure. Alors pour situer ce que ça représente, le prix de marché de l'électricité, le prix de marché de gros, aujourd'hui il est aux alentours de 50. Oui. Donc 55, ça reste compétitif. On n'en est plus très loin. L'éolien est à 65 € du mégawattheure sur Terre. L'éolien en mer, lors du dernier appel d'offres de Dunkerque, il est sorti en dessous de 45 € du mégawattheure. Donc vous voyez qu'on est aujourd'hui pour les énergies renouvelables électriques à des coûts qui sont très proches des coûts du marché. Mais il y a aussi la question de la chaleur, du chaud et du froid, où là, on y est peut-être, c'est peut-être encore moins cher d'utiliser du carboné. Alors effectivement, la chaleur, il faut se rappeler que c'est à peu près 45% de notre consommation d'énergie. Ouais. Donc c'est un secteur qu'il ne faut pas négliger. La chaleur, elle sert à chauffer les bâtiments principalement, mais elle sert aussi dans l'industrie à alimenter un certain nombre de process. Et pour s'attaquer à ce marché, l'État a mis en place le fonds chaleur qui a été confié à l'ADEME, donc mon ancien établissement. Et ce fonds chaleur sert à financer des projets d'installation de chaudières biomasse, de géothermie, à la fois dans le secteur de l'habitat collectif et dans le secteur de l'industrie. Sur les 9 ans de fonctionnement, le fonds chaleur a investi en fonds publics à peu près 2 milliards d'euros pour financer ces projets, ce qui a suscité des investissements globaux d'à peu près 7 milliards d'euros et qui engendre 2 millions de tonnes équivalent pétrole d'économie, avec un temps de retour pour l'État qui est de moins de 3 ans si on compte les importations de combustibles fossiles évités. Ce qui est faible, 3 ans de retour sur investissement, c'est extraordinaire. Ouais, c'est génial. Alors on a vu qu'il y a les énergies renouvelables sont de plus en plus compétitives, vous en avez parlé, notamment pour l'électricité. Est-ce que ça donne des opportunités justement pour les entreprises? Ça donne effectivement beaucoup de nouvelles opportunités pour les entreprises. Je viens de citer la question de l'approvisionnement en chaleur. Donc grâce au fonds chaleur, les entreprises qui sont grandes consommatrices de chaleur peuvent soit solliciter directement donc, une subvention auprès de l'ADEME, soit négocier un contrat d'approvisionnement avec des énergéticiens qui eux-mêmes auront recours à ce fonds chaleur. C'est le cas de... J'ai cité une entreprise suisse pour... on est dans une conférence nationale, donc on peut y aller. Oui. Donc Nestlé est un des grands solliciteurs du fonds chaleur en France, parce qu'ils ont dans leurs différentes usines des besoins en chaleur importants. Mais il y en a d'autres. Ça, c'est la première opportunité donc, dans le domaine de la chaleur. Dans le domaine de l'électricité, avec les progrès de compétitivité dont je viens de vous parler, il y a 2 grandes opportunités pour les entreprises.
C'est d'abord ce qu'on appelle l'autoconsommation, c'est-à-dire que vous investissez sur un générateur photovoltaïque sur la toiture de votre usine et vous consommez directement cette électricité qui est potentiellement moins chère que l'électricité que vous allez acheter sur le marché. Oui, notamment la journée quand... Notamment la journée. Donc effectivement, quand vous avez des besoins en électricité qui sont en bonne corrélation avec l'ensoleillement, le cas le plus répandu actuellement, donc c'est les grandes surfaces commerciales qui ont du terrain, du foncier disponible avec les parkings. On peut couvrir les parkings avec des ombrières photovoltaïques et on consomme directement l'énergie produite. L'autre opportunité, c'est ce qu'on appelle les PPA, donc les contrats de gré à gré. Oui, c'est les contrats de gré à gré en français, que l'on peut passer entre un industriel et un producteur d'électricité renouvelable qui peut à ce moment-là fournir à des prix de plus en plus compétitifs. C'est un marché qui se développe beaucoup dans le monde. On a à peu près 6000 MW de contrats de PPA qui étaient passés dans le monde en 2017. C'est passé à 13 000 MW en 2018. C'est principalement donc, en Europe du Nord et aux États-Unis. Ça se développe en France ? En France, c'est relativement nouveau parce qu'on a un prix de l'électricité qui est relativement pas cher. Et donc, là, on est à la limite de la compétitivité. Néanmoins, donc, il y a des premières qui viennent d'être lancées. Aujourd'hui, la SNCF vient de passer un contrat de gré à gré avec une entreprise du secteur du photovoltaïque sur 150 MW sur 25 ans. Ça représente à peu près 3 à 4% de la consommation de la SNCF, mais la consommation de la SNCF, c'est pas rien. Qui est pas rien, oui, bien sûr. Le distributeur de matériel électroménager Boulanger vient de passer aussi un premier PPA. C'est une pratique qui devrait se développer dans les années à venir. Expliquez-nous l'intérêt justement, parce qu'on a des contrats de fourniture de gros, c'est quoi, c'est sur 3 ans. Le principal intérêt justement du gré à gré, du PPA. Et les PPA, il y en a de deux types. Il y en a comme celui que vient de passer la SNCF ou Boulanger, qui porte sur 25 ans. Oui, ce sont des... Alors ça vous assure d'abord au niveau de l'image, vous avez verdi l'image de votre entreprise. Mais aussi vous avez stabilisé pour 25 ans le prix de l'électricité, enfin d'une partie de l'électricité que vous allez consommer. C'est pas rien parce que dans les 25 ans à venir, il y a tout à parier que le prix de l'électricité, il ne va pas rester stable. Non. Alors, il y a d'autres... Vous parliez de durée de 3 à 5 ans. Il y a donc un certain nombre d'installations de fermes éoliennes, notamment, qui arrivent en fin de contrat d'achat, d'obligation d'achat avec EDF, qui était le système qui avait été mis en place au début des années 2000. Ces installations donc, ne bénéficient plus de cette obligation d'achat, mais elles sont encore techniquement en fonctionnement et donc les propriétaires de ces fermes éoliennes peuvent passer des contrats de PPA, mais cette fois-ci sur des durées plus courtes avec des entreprises consommatrices et on en a plusieurs qui ont été réalisées ces derniers mois et c'est quelque chose qui va continuer parce que on a de plus en plus de fermes éoliennes qui arrivent en fin de contrat d'obligation d'achat et qui peuvent à ce moment-là vendre leur électricité sur le marché. Oui, ça donne cette fameuse visibilité et ça permet de planifier pour une entreprise. Il y a une question qui vient de la salle. Est-ce qu'il faut continuer à subventionner l'énergie renouvelable et à quelle hauteur et sur quoi? Alors, l'électricité, l'électricité renouvelable, elle est subventionnée jusqu'à présent via ces mécanismes d'obligation d'achat par EDF. À des niveaux qui sont supérieurs au prix du marché. Et la subvention, c'est la différence entre le prix accordé par EDF et le prix du marché. Et comme je viens de vous l'expliquer, c'est une différence qui est en train de s'atténuer, voire de devenir négative. Et donc, effectivement, il faut tendre vers un système où on ne subventionne plus l'électricité renouvelable,
mais où on lui assure une visibilité donc sur le long terme, parce qu'elle a besoin de savoir sur 15 ou 20 ans Bien sûr. avoir un prix garanti. Concernant la chaleur renouvelable, qui se substitue principalement donc, à des combustibles fossiles, on pourrait arriver assez rapidement à se passer de subventions à condition qu'il y ait un prix suffisant pour les combustibles fossiles et notamment un prix suffisant pour les émissions de CO2. Alors vous savez qu'on avait un système donc, de contribution climat-énergie, donc une taxe sur le carbone qui, suite à la crise sociale que l'on a connue l'année dernière, sa progression a été suspendue. Et je pense que du point de vue du climat, c'est une très mauvaise chose. Alors après, on peut discuter le débat, politique et social. Oui. Mais voilà, cet arrêt de la progression de la contribution climat-énergie, c'est un mauvais coup pour le développement des énergies renouvelables et pour la lutte contre le changement climatique. Et si on reprenait cette progression, on pourrait rapidement, là également, se passer de subventions pour les énergies renouvelables. En tout cas, on note plusieurs choses. Les énergies renouvelables sont en progression dans le monde. Il y a des investissements qui se passent. Alors, c'est encore un peu selon les secteurs, entre le transport, entre la chaleur, mais sur la partie électricité, production électrique, ça se développe fortement. Ça devient extrêmement compétitif. Aujourd'hui, on arrive à des prix qui sont très proches, voire bientôt négatifs. Ça donne beaucoup d'opportunités à vous, entreprises, en matière de compétitivité, autoconsommation, pour justement lisser pendant les périodes du jour où l'électricité peut être un peu plus chère. Les contrats de gré à gré qui permettent d'avoir cette visibilité sur long terme, sur 25 ans. Ça se développait beaucoup dans l'Europe du Nord, ça se développe en France. Et puis la chaleur qui justement aujourd'hui, avec les dispositifs mis en place, les fonds chaleur, permettent de faire des retours sur investissement assez colossaux de 2-3 ans. Je vous remercie énormément, Jean-Louis Bal, pour toutes ces informations. Alors on a vu ce qui se passait en France, et un peu dans le monde également, en matière d'énergie renouvelable et de transition énergétique. Mais il y a un pays qui a pris une très très belle avance sur ces questions, sur cette question de la transition énergétique, depuis la fermeture de ses centrales, c'est l'Allemagne. Et en Allemagne, il y a ce qu'on appelle le Energy Lab, qui est une plateforme de recherche pour la transition énergétique. Dr Veit Hagemeyer, vous êtes déjà présent. Vous n'avez pas attendu qu'on vous applaudisse. Expliquez-nous justement cette fameuse plateforme Energy Lab, comment elle fonctionne justement, cette plateforme de recherche sur la transition énergétique. Vous avez un petit quart d'heure, le chronomètre est là-bas. Bonjour, je vais parler en français en venant de l'Allemagne et je suis dans la recherche, mais avant que j'étais dans la recherche, j'étais chez BASF et j'étais responsable pour les centrales et les réseaux électriques. Alors j'essaye de ne pas être trop professoral, mais plutôt de vous intéresser à ce qu'on fait là à Karlsruhe. Et s'il y a une chose à retenir, c'est que là-bas, on a établi un labo pour la transition énergétique qui, j'espère, va répondre aux questions principales pour cette transition. Quelles sont ces questions? Oups, ça ne marche pas? Ou peut-être... Oui. Quelles sont ces questions centrales? Comment pouvons-nous coupler différentes technologies de stockage avec la production d'électricité et les consommateurs d'énergie respectifs? Ce n'est pas du tout simple. En plus, quelles structures de réseau électrique sont optimales pour un scénario avec une part importante de production décentralisée d'énergie renouvelable? Et troisièmement, comment favoriser la flexibilité du secteur de l'électricité dans ce scénario par rapport aux flexhumers? Ce ne sont pas des consommateurs, en anglais, pas des consumers, ils ne sont pas des prosumers, ils sont des flexhumers, c'est-à-dire ils sont flexibles par rapport aux besoins de réseau pour stabiliser le réseau. Et aux transporteurs d'énergie chimique et la e-mobilité. Ça, ce sont les questions principales que nous nous sommes posées. Et nous avons la chance d'avoir un investissement d'environ 30 millions d'euros pour établir ce qu'on appelle le Energy Lab à Karlsruhe, au KIT, ce qui est la grande université là-bas. Quelle est la mission? Maintenant, tout va être en anglais pour ceux qui ne parlent pas trop français. Mais je parle français quand même. La mission, c'est de développer des solutions technologiques pour le système intégral, en couplant des secteurs, c'est-à-dire en
couplant électricité, chaleur, mobilité, et les différentes technologies de stockage qui vont avec. En plus, il faut développer les utiles pour stabiliser les réseaux, pour avoir un système intégral qui est stable et qui fournit l'énergie quand on en a besoin. Un peu de schématique. Là, on combine, en haut, vous allez voir les carburants bio, de base de biologie. On la combine avec une turbine de gaz, avec des stockages électriques et électrochimiques, des stockages thermiques. Tout ce centre d'énergie, un réseau énergie est lié à ce que nous appelons Solar Power Storage Park. C'est de la photovoltaïque dans la dimension de 1 MW peak. Et on a établi tout ça sur notre campus nord au KIT, c'est-à-dire c'est un campus qui a quand même comme besoin de pic de 21 MW électriques et 38 MW thermiques. Là, vous voyez que nous avons un processus qui s'appelle Biolik. Il fait des résidus des forêts de la kérosine. Hein. On a un plan géothermique. Tout est dans l'échelle mégawatts. Hein. On a de l'électrolyse et de stockage thermique. Et il faut, et ça c'est ma tâche personnelle, il faut orchestrer tout ça pour garder le système en soi-même stable. Et ce que nous appelons Smart Energy System Simulation and Control Center. Et il y en a 4 parts fondamentales. C'est pour visualiser. La deuxième, c'est un vrai laboratoire pour établir des nouvelles technologies de contrôle et automatique. Le troisième, c'est la simulation à grande échelle dans les différents secteurs d'énergie, comme chaleur, gaz, électricité, etc. Et à la fin, ce qu'on appelle un Power Hardware in the Loop, et je ne sais pas le mot français, peut-être vous m'aider après mon intervention. Ça, c'est pour étudier des devices sous des conditions réelles dans l'échelle mégawatt. Je vais vous montrer dans un instant. Ça marche? Ouais. Alors, ça, c'est la vue dessus. On a, comme vous voyez, de photovoltaïque et en plus un stockage de lithium, je crois que c'est remarquable, dans 1,5 MWh. On a, ça c'est un réseau chimique pour produire par exemple de l'électricité de méthane à travers l'électrolyse avec un rendement de 60% qui est très remarquable. On a ce que nous appelons, ce que je viens de dire, là, le cerveau, SenseClaps, et on a 3 bâtiments à gauche qui sont des bâtiments réels, des maisons seulement construits pour l'étude de chaleur et de l'électricité. On a des différentes batteries. On est en train d'établir la liaison avec la mobilité. Et comme ça, on a les 5 éléments que vous voyez tout en haut. Hein, et je vais vous en parler dans les 5 minutes qui restent. Alors, en parlant du Smart Energy System Control, là, nous faisons de la recherche du stabilité du réseau électrique. Pourquoi? Parce que nous sommes en train, au moins en Allemagne, de réduire l'inertie dans le système. Alors, il faut avoir de nouveaux algorithmes, de nouvelles utiles d'optimisation pour stabiliser le système. En plus, comment est-ce qu'on peut, dans un contexte microgrid, intégrer la chaleur, le gaz et la mobilité? C'est tout ça, c'est dans cette partie du Energy Lab. La deuxième partie, c'est que, ce sont les 3 maisons dont je viens de parler, d'étudier comment chaleur et électricité, dans un monde de l'avenir, sont intermêlés pour que le système en total reste stable. En plus, on a ce que nous appelons the Control Monitoring and Visualization Center.
là, on fait de la recherche sur l'informatique pour avoir une transition des architectures monolithiques pour ces tâches-là dans une nouvelle architecture qui vient plus ou moins de l'Internet. Alors, ce sont des microservices, container virtualization et des choses comme ça. En plus, qu'est-ce qu'on fait? On fait du big data pour faire en anglais c'est forecasting, en français c'est le prévisionnel, pour avoir des outils qui nous disent plus ou moins qu'est-ce que va se passer demain. Évidemment, si on a des renouvelables, on a la tâche de savoir le plus précis qu'on peut, en respectant les données du passé, qu'est-ce qu'on va avoir demain dans le réseau pour la stabilisation. Oui, en plus, c'est ça il me manque le mot français, Power Hardware in the Loop. Quelle est l'idée? L'idée, c'est d'avoir de la hardware réelle, quand même dans l'échelle de mégawatts, et de mesurer les données, après d'avoir une simulation en temps réel, de la façon qu'avec de l'électronique de puissance, vous voyez le cercle, l'utile sous recherche est intégré par simulation réelle dans une situation réelle. Hein. Alors c'est pour avoir la possibilité de tester des outils, des devices, dans une situation de grid. Hein. Encore une fois sur l'échelle mégawatt. Si vous avez des questions, je réponds après l'intervention. Finalement, la dernière partie, c'est un laboratoire que nous appelons Energy Grid Simulation and Analysis Lab. On fait des simulations sur des différentes échelles, des réseaux, des batteries de stockage, pour avoir un objet de recherche sur la grande échelle. Ici, vous voyez Karlsruhe. À gauche, c'est la centrale de charbon. Et à droite, vous voyez Dollar. Alors, ça, c'est le réseau de Karlsruhe sur 110 kV et 20 kV jusqu'aux 400 volts. On fait du optimal power flow, des simulations, des transients, on fait des microgrids. On veut vraiment comprendre les différentes échelles et comment ça s'intègre de la façon que maintenant il faut changer l'optique de regarder du dessous en haut et pas de dos en dessus. Il faut avoir évidemment, les renouvelables sont décentralisés, alors il faut trouver une nouvelle perspective pour que la stabilité... Ici, vous voyez l'Allemagne, sur votre côté droite, en rouge, vous avez les lignes de 380 kV, en vert, ce sont 220 kV, oui. Et maintenant, ce qui est important, au moins pour nous, c'est l'échelle en dessous, alors 110 kV, va être, je trouve, le réseau principal pour comprendre la transition énergétique, parce que c'est ce niveau-là où la plupart des renouvelables s'intègrent. Et comme ça, encore une fois, la perspective change. Normalement, alors dans les anciens temps, les 380 et les 220 kV étaient le système transmission qui maintenant gagne un autre rôle, peut-être un rôle de stabilisant le grid en total. En plus, nous avons aussi les lignes dans notre simulation des réseaux de la SNCF allemande, alors Deutsche Bahn. Et tout ça pour étudier la dynamique, les transitions, le optimal power flow et des choses comme ça. Et car on est ici dans trinational, le problème n'est pas allemand. Hein. Le problème, quand on vient d'entendre, c'est un problème européen. Et pour cela, on est aussi capable de faire des simulations sur l'Europe pour intégrer les renouvelables dans une perspective européenne. Alors j'espère que j'ai pu vous donner une petite idée de ce que nous faisons là à Karlsruhe. Merci bien pour votre attention. J'espère que je n'étais pas trop professoral. Et je prends votre question. Merci. Merci énormément.
Ouais, c'est très intéressant parce qu'on parlait de l'état de l'art tout à l'heure, bah, c'est exactement ça. Hein. L'état de l'art, c'est cette solution de commutation de réseaux intelligents. On parle beaucoup de smart grid, hein. Là on y est complètement. On passe de cette production centralisée, la production centralisée qu'il y a aujourd'hui, et on a cette perspective de décentralisation, même quasiment au niveau européen. Merci énormément pour votre intervention. Alors, on a vu l'état de l'art, on a vu la recherche. Maintenant, on va passer au concret, hein, avec des retours d'expérience de 3 industriels. Et on va commencer par la Suisse. Hein, on vous voyage beaucoup ce matin. Et je vais demander à Marc Schreiber et Philippe Ramous de me rejoindre. Un peu d'entrain pour ma camarade quand même. Comment allez-vous? Alors vous allez nous faire part d'un retour d'expérience sur la transition énergétique, bien sûr, mais d'un aérodrome, je crois, un projet qui a reçu le Watt d'or. Racontez-nous tout ça. Mais volontiers. Donc juste un petit contexte. Donc moi je représente la société Depsys. On existe depuis 2012 dans le domaine des solutions Smart Grid, communément appelées. Nous sommes dans la région lémanique en Suisse. On a des succursales maintenant en Allemagne et à Singapour. Nous sommes une trentaine de personnes et nous servons actuellement une trentaine de gestionnaires de réseau dans 10 pays. Oui, bonjour. Pour ma part, je représente IBB. Donc, on est un gestionnaire de réseau de Brugg. Brugg, dans le canton d'Argovie, à peu près 1 heure de voiture d'ici. Et on gère le réseau d'électricité, eau et gaz. Ce qui est spécial en Suisse, c'est qu'on est 600-700 gestionnaires de réseau. Ce n'est pas comme en France où il y a l'EDF plus quelques-uns. Donc, on est plus petit. Voilà, donc encore pour le contexte, problématique des réseaux. Donc là, on a pas mal de réseaux publics, mais les problématiques des réseaux sont identiques, que ce soit des réseaux publics, industriels, réseaux de quartier, des microgrids. Donc le grand défi est à 2 points, je dirais. Un, c'est la stabilité, l'autre, c'est la qualité. Donc, stabilité, c'est la propriété de chaque réseau électrique. Il faut avoir un équilibre entre la production puis la consommation. Si cet équilibre n'est pas donné, il y a instabilité. Ce qui pose aujourd'hui surtout problème parce qu'avec les énergies renouvelables qui ne sont pas forcément disponibles au moment où on a beaucoup de consommation. Donc là, il y a les systèmes de stockage qui entrent en ligne de compte, qui a été mentionné dans les présentations avant. Deuxième chose, c'est la qualité, donc l'approvisionnement avec un signal électrique d'une bonne qualité, un sinusoïde plus ou moins parfait, avec des limites au niveau de la fréquence et de la tension, parce que vos équipements de production n'aiment pas quand vous n'avez pas 400 volts, mais 500. Les composants du réseau de futur, que ce soit public, industriel, il y en a 4 ici en haut à gauche. Il faut pouvoir mesurer, donc il faut connaître l'état du système. Quand on connaît l'état puis on se rend compte qu'il n'est pas idéal, il faut avoir un moyen d'agir. Donc soit manuellement en prenant des décisions basées sur les résultats qu'on a vus, sur les analyses, soit idéalement même d'une manière automatisée. Donc le système qui prend l'état en temps réel et qui agit d'une manière automatisée. Après le stockage, pour moi le stockage est le composant essentiel pour réussir la transition énergétique, et effectivement pour stabiliser et pour prendre ce qui est produit à un instant T pour pouvoir l'utiliser un peu plus tard, soit à court terme, soit à moyen terme, soit à long terme. Et la communication, tous ces éléments doivent pouvoir communiquer pour pouvoir interagir ensemble. On voit ici un petit schéma d'un quartier, mais la même chose est vraie dans une usine. Vous voyez des productions avec des panneaux photovoltaïques, vous voyez des transformateurs pour passer d'une basse tension, une haute tension, moyenne tension, basse tension. Et après, il y a tous les consommateurs qui sont là. Donc, est-ce qu'il y a une solution? D'un côté, on commence par la digitalisation. Tout le monde parle de digitalisation, dans l'électricité, dans l'énergie aussi aujourd'hui. Donc, c'est rien d'autre que l'acquisition de données. Donc, on mesure ce qui se passe. Et
À partir de là, on va pouvoir déployer des applications qui utilisent ces données puis qui rajoutent, qui tirent des informations de ces données et qui rajoutent finalement la valeur ajoutée. La digitalisation en elle-même, c'est pas un but en soi. La vraie valeur vient après de ce qu'on fait de ces données. Puis on ne peut pas dire en tant qu'industrie, il faut que je digitalise. Il faut avoir un but pour dire, tiens, mais ça va me servir à faire ça et ça et ça pour être plus efficace dans tel et tel domaine. Donc voilà un des exemples qu'on peut faire. Je passe la parole à mon collègue. Alors, décentralisation, donc là c'est l'aéroport de Bierfeld, avec des hangars. Sur un des hangars, on a fait une grande centrale de production. Pour réduire les coûts, on n'a pas fait de station de transformation, on a calculé la longueur des câbles, donc 300 mètres de câbles jusqu'à la prochaine station de transformation pour aller dans le réseau. Donc on avait calculé la station, tout, elle produisait bien, ça allait bien, et jusqu'au jour où ils ont fait un nouveau hangar à côté, puis ils ont dit ouais, mais s'il y a 300 mètres de câbles, il faut les utiliser pour qu'on puisse avoir de l'électricité dans le hangar d'à côté. Là on a dit non, c'est pas possible sans réduire la production, parce qu'on avait une trop haute tension à la base, et c'est là qu'il est venu l'idée avec DEP6 de faire un système qui est en ligne, qui contrôle toujours la qualité de l'électricité, le niveau de tension, et qui peut réagir très vite, réduire la tension pour que le consommateur du nouveau hangar ait toujours ses 400 volts, plus ou moins 5%, que ce soit sans réduire de façon permanente notre temps de production et perdre une partie de la production tout au long de l'année, et que juste pendant les moments, donc normalement mai-juin, quand le soleil est au beau fixe, qui fait encore pas trop chaud, c'est là que les stations photovoltaïques ont le meilleur niveau de production, et c'est là qu'on avait un niveau de tension trop haut, avec les variations des nuages et autres, ça a trop de fluctuations, et c'est là qu'on a mis ce système avec DEP6 au point pour garantir la qualité du hangar d'à côté. Je te laisse décrire le système. Bon, une toute petite parenthèse un peu plus technique. Donc IBB nous a demandé de stabiliser le niveau de tension à 245 volts pour avoir un peu de marge. Donc sur la gauche, on voit un peu l'algorithme qui dit jusqu'à 244,5, on ne fait rien, puisqu'il n'y a pas besoin. Quand on arrive à 244,5, on commence à régler la puissance réactive. Donc on ne veut pas régler d'abord la puissance active, puisque c'est ça qui est vraiment utile. Donc on commence avec réglage des onduleurs. On voit d'ailleurs à droite, c'est la courbe rouge en bas. Donc on ne touche pas à la puissance active qui est la courbe jaune. Puis avec ça, on arrive à produire un signal comme le signal en haut, qui est vraiment calé parfaitement à 244,5 volts. Si jamais, puisque les onduleurs ont une capacité de réglage limitée, donc si on arrive au bout de la capacité, donc quand on monte à 245, là on dit ok stop, là on va vraiment couper, puis on va agir sur la puissance active, et là on va malheureusement perdre dans ce cas-là l'énergie produite, et ici ce serait intéressant d'avoir justement un système de stockage pour pouvoir récupérer et réutiliser plus tard. Donc un algorithme de réglage relativement simple mais très efficace pour stabiliser ce réseau-là, pour maximiser l'injection, la production dans le réseau. Ça c'était au niveau côté production. Côté consommation, dans les réseaux publics essentiellement, il y a l'électromobilité qui est un grand facteur, mais dans l'industrie, il y a toutes les machines de production. Bon, on peut peut-être moins les régler puisque vous avez bien besoin de votre production, mais là il y a deux possibilités à gauche très, très manuelles, très proches du terrain. Donc avec les équipements de contrôle, on va directement influencer sur la charge. On peut dire sur les 10 colonnes de charge, on n'utilise que 9, que 8, que 7 en fonction de l'état de réseau. Donc on agit vraiment, on mesure sur place, on agit sur place, on dit ok, là il faut limiter la consommation en fonction de l'état réel. Sur la droite, c'est un système un peu plus sophistiqué puisqu'il passe par le cloud. Donc notre système central, donc c'est un système informatique, c'est un serveur qui va communiquer par une interface avec le serveur de l'infrastructure de charge, qui peut après avoir des stations de charge dans une ville ou sur un terrain partout, et va donner
l'état du réseau actuel pour après dire attention, là il y a un peu trop de consommation, il faudrait limiter un petit peu en fonction de la situation actuelle. Donc c'est même principe, juste un peu plus sophistiqué au niveau de l'implémentation, puisque ça passe par le cloud et le terrain servi est beaucoup plus large, puisqu'on peut couvrir avec des réseaux informatiques évidemment des zones beaucoup plus étendues que ce qu'on peut faire en local. Un dernier point qu'on a essayé ici, c'est l'autoconsommation. C'est dans un quartier où il y a de production photovoltaïque. Et au niveau consommation, bon, il y avait des boilers ici. Et on a fait des expériences pour voir comment on peut effectivement optimiser avec des algorithmes l'autoconsommation. Et là, on peut imaginer d'avoir des modes différents, modes qui sauvent un petit peu le réseau. Il y a un mode autoconsommation, il y a un mode optimisation ou maximisation de l'énergie et ainsi de suite. Donc là c'est très flexible pour ajouter des consignes. En général, il y a toujours des priorités qu'on met en place. Quand il y a un souci, quelles sont les premières choses, les premières mesures qu'on prend, parce que pas toutes les mesures possibles ont la même priorité. Il y en a qu'on n'aimerait pas utiliser si ce n'est pas vraiment nécessaire. On utilise uniquement juste avant que tout se casse la figure. Voilà, c'était cette partie-là. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Non, c'est extrêmement intéressant, hein, notamment cette capacité, on a la problématique de maintien en tension, maintien de tension sur le réseau, très important. Et justement, comment on arrive à devenir autonome en utilisant cette gestion du réseau intelligent et la gestion du réseau intelligent, le stockage par batterie, tout ça en gardant un niveau de tension suffisant sur le réseau. Allez, on retourne en Allemagne. Cette fois, on va chez Michelin, un gros consommateur d'énergie qui va nous expliquer la façon dont il a optimisé sa consommation énergétique malgré parfois de très très grosses contraintes. Roland Isinger et Philippe Ville, venez m'en rejoindre. Donc bonjour à tous. Avant de venir directement au témoignage sur les économies d'énergie qu'on peut faire dans un groupe industriel, j'aimerais vous présenter très rapidement, très succinctement, donc Michelin. Michelin, donc, c'est un groupe français, mais qui est établi donc, dans 17 pays, qui regroupe 117 000 collaborateurs à travers le monde et qui a des réseaux de distribution de pneus. Les marques du groupe Michelin, donc elles sont nombreuses et on produit à peu près 180 millions de pneus par an. En Allemagne, Michelin est implanté donc, sur 5 sites industriels, plus des dépôts de pneus pour la distribution. Et ça représente donc 7700 collaborateurs en Allemagne. On en vient maintenant à l'usine de Karlsruhe. C'est une ancienne usine parce qu'elle a été créée en 1931. Et une ancienne usine, un ancien site de production, ça vous place tout de suite le décor, c'est relativement compliqué. Donc pour gérer l'économie d'énergie. Alors nous sommes un site de production, mais sur le site de production, il y a également quelques autres services, notamment un training center pour nos revendeurs de pneus, un service logistique central, et c'est le siège également donc, pour tous les constructeurs allemands, le siège mondial de Michelin. Ce qui fait que sur le site, il y a à peu près 1000 personnes donc, sur le site. La production, donc le site industriel, on a 2 activités. On a une activité donc, de petits poids lourds, c'est des pneus donc, de 16 pouces à 19,5. On en produit 1 200 000 par an, 5 200 par jour. Et la deuxième activité, c'est du mélange, c'est donc la gomme qu'il faut pour faire du pneu. Et là, on produit 58 000 tonnes par an de mélange sur une deuxième partie de notre production.
Et cette production de mélange est livrée sur toutes les usines en Europe. Donc c'est réparti un peu partout en Europe. Ensuite, si on en vient à l'énergie, tout à l'heure j'ai entendu Monsieur Ball qui précisait qu'on peut faire du photovoltaïque sur les parkings. Donc chez nous c'est fait. Sur les 5 sites de production en Allemagne, on a installé partout sur les parkings des photovoltaïques. Pour l'usine de Karlsruhe, tous les toits sont couverts et les parkings également, et ce qui représente donc quand même une production annuelle d'1,6 giga par an. Cette production, naturellement, on ne la consomme pas nous-mêmes, on la réinjecte dans le réseau. Parce que lorsqu'on a fait ça, ça remonte à 2011. À l'époque, c'était plus intéressant de le revendre dans le réseau que de le consommer soi-même. C'était plus économique. On en vient... pardon, j'étais trop rapide. Voilà. Donc on en vient maintenant à l'efficience énergétique sur le site de production. Donc nous avons une consommation électrique très importante puisque nous consommons 41 gigas par an. La deuxième énergie, c'est le gaz. Et nous utilisons également de la chaleur urbaine livrée par la ville de Karlsruhe. La ville de Karlsruhe a un réseau de chaleur urbaine sur lequel nous sommes connectés. Alors pourquoi travailler sur l'énergie? Parce que ça représente un coût important sur nos coûts de production. Sur nos coûts de production, cela représente chez nous entre 7 et 8% par an pour l'énergie. Donc nous avons travaillé depuis une dizaine d'années sur un certain nombre de projets et je vous présente très rapidement les projets sur lesquels qui sont terminés pour vous donner une idée de ce qu'on a fait. Premier projet intéressant qu'on avait déjà fait dans les années 2011-12, c'est avoir une efficience importante sur la production de vapeur. Et donc là, on a optimisé le brûleur. Vous voyez les chiffres, je ne vais pas vous les citer, ça a été amorti très très vite. Deuxième action importante, nos pneus sont cuits et la cuisson de ces pneus se fait pour une partie avec une cuisson électrique, sur une autre partie avec une cuisson vapeur. Et si on cuit de la vapeur, on a des pertes. Et donc, cette vapeur qui s'échappe de nos ateliers de cuisson, on l'a récupérée et on l'a transformée en chaleur pour chauffer un bâtiment. Donc là, c'est travailler également sur les pertes du thermique qu'on peut récupérer pour chauffer. Autre économie perdue qu'on récupère, c'est sur les compresseurs. Naturellement, on a un réseau de compresseurs très important puisqu'on a besoin de l'air comprimé dans tous les ateliers. Et donc, c'est concentré sur un atelier où on produit ça. Et là, donc, on a mis une récupération de chaleur sur nos compresseurs. Là aussi, ça nous permet de chauffer l'eau chaude sanitaire et voire une partie du bâtiment. Donc ça, ce sont les projets purement techniques. Dans l'efficience énergétique, il y a un point très important qu'il ne faut pas négliger, c'est les hommes. Parce que les projets techniques que je viens de vous citer, ça c'est quelques exemples, sont très faciles à faire, mais il faut que le comportement humain de nos agents de production change. Et c'est pour ça qu'on en vient à une deuxième partie, c'est le management et les hommes dans tout le secteur. Donc, on a commencé par former nos apprentis. En Allemagne, l'apprentissage est bien ancré et on forme tous les ans un certain nombre d'apprentis, notamment pour la maintenance. Et dans cette formation de métier de mainteneur, on a intégré ce qu'on appelle le Scout Énergie. C'est une action qui a été reprise entre-temps par la Chambre d'industrie de Karlsruhe et c'est une formation qu'on propose maintenant à l'ensemble des industriels sur le bassin de Karlsruhe. Donc, ce Scout Énergie, c'est les jeunes qui apprennent leur métier. On leur
inculquent tout de suite cette économie d'énergie. Et on les a fait travailler concrètement, notamment l'exemple que je vous cite, on leur a demandé d'analyser la consommation énergétique sur un bâtiment administratif, parce qu'on pense toujours à l'énergie de la production industrielle, mais il y a toujours des bâtiments administratifs dans une industrie, qu'on le veuille ou non. Et l'exemple que je vous cite, c'est sur le bureau de la direction qu'on a travaillé. Ils ont interviewé tout le monde, ils ont discuté avec tout le monde pour leur montrer qu'avec des petits gestes quotidiens, on arrive à gagner en énergie. Et le résultat était très très probant, puisque, donc vous voyez les chiffres, on a économisé pas mal d'énergie sur ce bâtiment. Autre branche, donc le management de l'énergie. Nous sommes certifiés ISO 50001 depuis 2011, Philippe. Hein? Donc, et cette partie pour être certifié nécessite donc toute une mise en place d'un management. Ça commence par avoir ce que nous on appelle un APES, un animateur de progrès énergie site. C'est M. Philippe Villet qui m'accompagne donc, et qui a en charge donc, cette animation sur le site. Il faut bien définir tous les acteurs qui interviennent sur l'énergie, et lorsqu'on fait cette réflexion, on se rend compte que ça a des gens jusqu'au niveau de l'opérateur des machines. Et donc, il y a une démarche à mettre en place pour sensibiliser tout le monde à cette consommation énergétique. Et de ce fait-là, il faut manager tout ça. Alors, au départ, ça prend beaucoup de temps. Lorsqu'on a mis ce système en place, on a dû détacher une personne à temps complet pendant 6 mois pour mettre ce système en place. Alors, chez nous, en Allemagne, c'est très important d'être certifié. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, nos mélanges qu'on fabrique sur le site sont envoyés dans toute l'Europe. Et de ce fait-là, la loi allemande permet de récupérer sur cette partie de production la taxe écologique sur la consommation électrique. Et pour nous, donc, ça représente un budget annuel, Philippe, grosso modo 1 million d'euros par an. Donc, c'est très important. Et donc, mais ce système nécessite après donc, un audit annuel tous les ans avec une agence agréée pour faire ça et qui vérifie qu'on continue dans ce progrès. Il faut dire, tout à l'heure, M. Ball citait les chiffres pour la France. Le prix de l'énergie en Allemagne, notamment électrique, est 3 fois supérieur à celui de la France. Donc, on joue sur d'autres coûts. Ensuite, donc, pour terminer, les actions dans le futur, parce que cette démarche, cette dynamique est lancée, mais il faut continuer là-dessus. Et donc, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est un monitoring très détaillé par poste de travail. Il faut que chaque agent sur sa machine sache qu'est-ce qu'il consomme, de façon à ce qu'il puisse intervenir sur son processus. C'est très très important de décentrer cette information, parce que c'est en définitive l'agent qui pilote sa machine, qui sait comment régler ça, et en fonction de toutes ces actions sur le processus qu'il a, il peut faire baisser ou augmenter le besoin d'énergie. C'est primordial ça. Hein. Et c'est pour ça qu'on est en train de faire cette démarche, qui n'est pas facile, pour aller jusqu'au plus précis sur la machine. Ensuite, on fait un diagnostic énergétique tous les ans à intervalles réguliers. Et ça, c'est fait par des spécialistes groupes qui vont dans les usines et qui font un diagnostic avec l'APS de l'usine pour voir quelles sont encore maintenant les actions à relancer pour continuer à diminuer la consommation énergétique. Un exemple, donc tout à l'heure je vous chiffrais notre consommation électrique et thermique. Nous avons un objectif de diminuer notre consommation d'énergie de 2 à 3% par an. Et ça,
on l'a tenu ces dernières 10 années. Ça nous a permis de maintenir notre consommation énergétique tout en augmentant notre parc machine. Et donc, c'est grâce à ça qu'on est toujours pratiquement au même niveau de consommation, mais en ayant modernisé notre parc machine. Ensuite, le dernier point, ça c'est une initiative au niveau groupe. On travaille en réseau et M. Villet, donc notre APES, est dans un réseau européen où tous les APES échangent leurs bonnes pratiques pour savoir ce qui se fait dans d'autres pays. Naturellement, chaque pays a ses particularités, donc en termes de coûts, en termes d'énergie plus ou moins favorables. Donc toutes les bonnes pratiques ne sont malheureusement pas transposables facilement. Voilà très rapidement donc, ce que je voulais vous proposer comme démarche sur l'économie d'énergie dans une industrie en Allemagne. Merci pour votre présentation. Notre attention était d'autant plus importante que c'est très intéressant, un grand groupe comme Michelin qui se donne comme objectif de diminuer sa consommation de 2 à 3% par an, malgré la croissance, malgré l'ajout de nouvelles machines, par optimisation des émissions de vapeur, d'utilisation des pertes thermiques pour chauffer l'eau et pour chauffer les bâtiments, et surtout un gros travail sur la certification et le comportement des collaborateurs. Très très intéressant. Allez, on retraverse la frontière, on revient en France avec un autre retour d'expérience, cette fois chez Carambar, les bonbons au Carambar, avec Daniel Mauer et Stéphane Petitot. Bonjour, vous allez bien? Est-ce que vous nous avez amené des bonbons? Des bons bonbons. Des bons bonbons. Alors, vous avez un projet, ils ont un projet extrêmement ambitieux, parce que c'est carrément de vous déconnecter du réseau, non? Pas tout à fait. Non, parce que moi j'avais entendu ça. Hein. Alors en fait, expliquez-nous ce que vous justement, c'est vous voulez devenir autonome électriquement, et moi je supposais qu'ils voulaient carrément se déconnecter du réseau à l'horizon 2030, mais vous allez nous expliquer. Ça pourrait être un vœu, mais en fait notre vœu est un peu différent. En fait, on s'est posé une question qui est de se dire rêvons de notre usine à l'horizon 2030 et quelle serait l'usine que l'on aimerait avoir à cet horizon-là. Et rapidement, avec la comité de direction, on s'est dit bien, en matière d'énergie, cette usine devrait être à 100% sourcée en ENR. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Permettez-moi, avant de vous présenter qui nous sommes et d'entrer dans le vif du sujet. Alors, si je peux avoir la première diapositive, s'il vous plaît. Parce qu'elle ne prend pas. Voilà, alors en fait l'usine de Strasbourg que je représente fait partie du jeune groupe Carambar & Co qui a 2 ans d'existence. Alors ces marques existent depuis très très longtemps, vous les connaissez. Simplement, suite à différentes restructurations, l'usine de Strasbourg a été intégrée à cette entité qui est franco-française. Et ce site, un peu plus loin, voilà, pardon. Et ce site aujourd'hui fabrique 12 000 tonnes de chocolat par an sur le site de Strasbourg, donc sur 8 lignes de production avec en moyenne 250 collaborateurs. Je vous laisse prendre connaissance des chiffres. Alors, très concrètement, quelle est notre démarche? Tout d'abord, nous inscrivons dans une démarche globale de RSE et notre ambition du développement durable du site pour une haute performance globale, d'où notre intérêt pour la performance énergétique. Alors, nous sommes à FAC depuis 2014 et sur la partie environnement qui nous concerne aujourd'hui, nous sommes à la fois ISO 14001 et 50001 comme nos collègues de Michelin. Sur la partie énergie, nous avons une approche en 2 directions. Tout d'abord sur la partie performance énergétique et ensuite sur la partie innovation. Alors sur la performance... Voilà, sur la performance énergétique, si vous pouvez me mettre l'animation performance énergétique, s'il vous plaît. Voilà, sur la performance énergétique,
Vous avez ici illustré le schéma parcouru sur les 15 dernières années. Je ne vais pas entrer dans le détail des améliorations qui ont été apportées sur le site, mais qui s'inscrivent en parfaite harmonie avec ce que j'ai entendu juste avant qui s'est fait chez Michelin, à savoir du management des hommes, s'assurer que chacun utilise l'énergie à sa juste valeur au quotidien en évitant et en limitant les gaspillages. Bien entendu, procéder à tout un tas d'améliorations sur les équipements, accéder à de nouvelles technologies, etc. Ce qui eh bien, a apporté un certain nombre de résultats, puisque nous étions, juste 10 secondes s'il vous plaît, puisque nous étions à 6,3 gigajoules par tonne en 2005 et que nous allons terminer l'année 2009 aux environs de 3 gigajoules par tonne. Donc un réel progrès sur à la fois du management, sur des améliorations et de la nouvelle technologie. Mais ce n'est pas suffisant. Et c'est là qu'on arrive sur le deuxième aspect, à la fois sur l'innovation. On peut passer au slide suivant. Voilà. Merci, vous pouvez y aller, oui. Et donc sur l'innovation, là on va être plus sur des recherches de solutions, mais vraiment innovantes, qui nous permettent d'intégrer dans notre mix énergétique une partie de production que l'on réaliserait sur le site ou que l'on réalise, en l'occurrence avec cette éolienne à voilure tournante qui est maintenant sur la toiture de l'usine depuis fin 2017. Alors, qui nous permet une production anecdotique au regard du volume de production global, mais qui néanmoins, en tant que responsabilité sociétale de l'entreprise, nous engage dans une démarche de réflexion à donner la possibilité à des startups de travailler sur des solutions qui ne sont pas rentables à date, mais qui leur offrent un site d'expérimentation et d'évolution de leur technique, de telle sorte à ce que ce type de solution soit sur le marché sur un horizon un peu plus court. Et ça nous inscrit surtout dans une démarche globale avec les acteurs locaux et les acteurs du territoire, et non plus à faire du nombrilisme sur de la recherche de solutions qui ne sont propres qu'à notre industrie, parce qu'en fait la problématique à laquelle on a été confrontés est bien une problématique de territoire. Voilà, donc on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Là, j'ai la main maintenant. OK, ben merci. Alors, la problématique suivante, en fait, porte sur le questionnement. Une fois qu'on a mené toutes ces actions d'amélioration, qu'on a le résultat obtenu, on ne peut pas se contenter de ce simple constat. Donc, on se pose tout un tas de questions, et ces questions eh bien, nous ont amené donc à la réflexion que j'introduisais, à savoir est-ce que notre usine pourrait être sourcée à l'horizon 2030 à 100% en ENR. Pour cela, nous sommes des fabricants de chocolat. Nous n'avons pas l'expertise à répondre à cette question, donc on s'est entouré d'un partenaire. Et je vais laisser la parole à Stéphane pour vous présenter la démarche que l'on a en fait engagée sur cette réflexion. Merci. Effectivement, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous avons accompagné l'usine Suchard du groupe Carambar & Co pour une étude prospective visant à estimer son potentiel de décarbonation de son mix énergétique. Une étude qui doit alimenter sa politique de construction, sa future politique énergétique. Donc, il ne s'agit pas, même si on l'a intitulé 100% ENR, de viser à découpler la consommation du réseau, d'être autonome complètement, mais de continuer à inscrire la dynamique du site dans une démarche d'acteurs engagés dans la transition que l'usine mène sur les 3 piliers qui soutiennent sa RSE. Et donc l'étude s'inscrit complètement dans cette politique de responsabilité sociétale et environnementale, puisqu'elle va adresser des problématiques sur le plan économique, évidemment sur le plan environnemental et sur le plan social, en dynamisant les équipes autour de projets fédérateurs. Donc le principe de l'étude, il est de partir d'un existant. Aujourd'hui, l'usine Carambar & Co, elle est électro-intensive. Elle utilise à peu près elle consomme 75% de son énergie sous forme d'électricité pour ses process et pour le froid, et le dernier quart pour la production d'eau chaude qu'elle obtient par combustion de gaz fossile. Donc la part d'énergie renouvelable dans son mix énergétique, il vient de l'environnement global et notamment de la part d'ENR qu'il y a dans le réseau électrique français sur lequel elle s'approvisionne.
Et donc à partir de ce constat, on a développé une étude qui vise dans un premier temps à estimer la demande en énergie de l'usine en fonction des hypothèses ou des projections de production à l'horizon 2030, de définir les technologies d'énergie renouvelable et leur potentiel de production pour l'usine et de les associer dans des scénarios d'approvisionnement énergétique à ces horizons moyen terme, en suivant quelques règles simples de pragmatisme qui sont de poursuivre effectivement l'intégration des gains énergétiques ou des activités d'amélioration continue de l'efficience énergétique du site, en prenant des hypothèses réalistes pour les potentiels ENR, ce qui permet d'avoir un léger conservatisme et des potentiels de croissance, et en intégrant une projection des coûts des énergies, qui n'est pas un exercice facile, mais qui se base sur une tendance observée dans le passé par Karen Barenko, et qui incluait à l'époque, en 2018, effectivement, comme l'a dit M. Ball, la trajectoire d'augmentation de la contribution énergie-climat sur les énergies fossiles qui a été stoppée à la fin de l'année 2018 après la crise des Gilets jaunes. Donc pour analyser les potentiels, il faut s'attacher à détailler le contexte de l'usine. Bon, l'usine, son contexte, il est piloté par son implantation dans un environnement urbain et dense, puisque l'usine, elle est située au sud de Strasbourg, sur une zone d'activité qui mêle un ensemble de secteurs qui sont tertiaires, industriels, voire même agricoles, avec une plaine urbaine agricole encore présente. Donc qui peut permettre aussi de penser plus largement au-delà des murs de Caron-Barenco avec des synergies potentielles en mutualisant les moyens et les besoins de chacun des partenaires. Donc c'était un des objectifs qu'on avait au début de l'étude qu'on n'a pas forcément beaucoup pu creuser par un manque de temps. Donc si on s'attache uniquement au périmètre de Caron-Barenco, de l'usine Suchard, on voit qu'elle bénéficie, malgré son environnement un peu contraint, de réels atouts, notamment par les surfaces qui sont disponibles et qui peuvent permettre l'implantation de sources d'énergie renouvelable, notamment liées au soleil. Donc il y a des surfaces importantes en toiture des bâtiments de production, sur les façades qui sont exposées plein sud de ces bâtiments, et également sur les parkings. Elle dispose également d'un accès à la nappe phréatique qui peut permettre d'envisager le puisage ou le rejet de calories dans la nappe à travers des pompes à chaleur en aquathermie. Et puis historiquement, elle dispose d'un ancien moulin, aujourd'hui qui n'est plus instrumenté, mais qui peut être réinstrumenté pour permettre d'exploiter l'énergie hydroélectrique du Rhin tortue qui sinue le long de l'usine. Donc sur tous ces potentiels, on a décidé d'analyser deux niveaux de développement de NR, celles sur lesquelles l'usine aura le contrôle opérationnel total, donc en autoproduction ou en autoconsommation, et qui vise à produire soit de façon couplée chaleur et électricité, notamment par la biomasse, soit uniquement des électrons verts, au travers de l'hydroélectrique, du photovoltaïque et de l'éolien en toiture qui était déjà présent au début de l'étude, ou de la production de chaleur renouvelable. Et on a quand même analysé les potentiels en solutions mutualisées ou mutualisables qui sont disponibles sur l'Eurométropole. On a vite écarté la production, la géothermie profonde qui est en développement sur l'EMS, mais qui n'est pas accessible par l'usine Suchard du fait de son implantation trop loin des zones aujourd'hui exploitées. Par contre, le réseau de chaleur, il y a un réseau de chaleur urbain qui est à 900 mètres de l'usine et la potentialité du raccordement de l'usine à ce réseau a été analysée. Et enfin, un dernier point sur la cogénération à base de biogaz, sans qu'on ait pu encore identifier de façon très précise l'origine de ce biogaz, même s'il y a des options qui sont à creuser pour l'Eurométropole. Donc le but ici, c'est simplement de dimensionner ces différentes sources d'ENR. Donc si on s'attache uniquement à celles qui produisent de l'électricité, et sans aller dans le détail, on a vu qu'on est aussi dans une logique d'innovation avec la présence de l'éolien. On l'a poursuivi, alors pas tout à fait sur le solaire photovoltaïque, mais un dimensionnement en couvrant les toitures des bâtiments intégralement de panneaux solaires, mais surtout sur la partie exploitation d'énergie hydroélectrique avec des technologies qui permettent d'exploiter au maximum les capacités ou le potentiel de ce seuil qui est un petit peu particulier et qui vient de technologies développées notamment par un laboratoire de l'Université de Strasbourg. Donc ces différentes sources d'ENR peuvent produire jusqu'à 8% pour photovoltaïque du besoin électrique qui est projeté par l'usine en 2025. Et elles peuvent bénéficier effectivement de différentes subventions ou accompagnements qui permettent d'atteindre des TRI qui sont
de l'ordre de cette année, on va dire, pour les deux principales sources de production de NR. Donc on fait la même chose pour celles qui vont produire uniquement de la chaleur. La logique étant de dire on substitue intégralement la consommation de gaz fossile par une autre source renouvelable. Donc évidemment le bois énergie a toute sa place dans cette réflexion. On a évidemment analysé le potentiel de développement de chaleur par le solaire thermique, qui peut produire lui que 50% du besoin de chaleur. Et effectivement la solution mutualisée par raccordement à un réseau de chaleur qui va couvrir 100% du besoin, mais qui n'est alimenté qu'à 50% aujourd'hui par des énergies renouvelables. Donc on arrive de la même façon, si on se concentre uniquement sur le TRI et en intégrant les aides des fonds chaleur qu'a évoqué M. Ball en début de séance, à des TRI qui sont de l'ordre entre 5 et un peu plus de 8 années pour le bois énergie. Enfin, finalement, sur la cogénération, on a parlé de cogénération biogaz qui viendrait substituer une grande partie du besoin sur les appels de chaleur et de la production d'électricité associée. On a envisagé la mise en place d'une machine sur cycle de Rankine organique en sortie de la chaudière biomasse qui permet également de produire de l'électricité sur les appels de production de chaleur et un montage d'une pompe à chaleur en thermofrigopompe pour la production simultanée de chaud et de froid. Donc de la même façon, ces différentes technologies peuvent avoir des subventions par différents mécanismes qui sont listés ici et qui permettent d'atteindre des TRI notamment plus bas pour la PAC et entre à peu près 7 ans sur les cogénérations biogaz ou biomasse. Donc une fois qu'on a cet éventail de technologies qu'on compare sur des critères quantitatifs, technico-économiques, on les analyse également sur des critères qualitatifs en termes d'atouts et de risques pour chacune d'elles si elles sont implantées sur le site. Et on a évidemment essayé de les mettre en cohérence qualitativement des 3 piliers de la RSE qu'on vous a présentés au début de l'exposé. Et donc ensuite, l'étape, c'est d'associer ces différentes sources d'énergie dans des ensembles qui constituent des scénarios pour lesquels on a retenu, du fait de la consommation électrique importante, une base commune de production d'électrons verts à base de photovoltaïque, d'hydroélectrique et de pompes à chaleur pour la partie froide. Et les scénarios ensuite se distinguent par rapport à la source de chaleur renouvelable. Et on a construit... Ah, pardon, donc il ne va pas bien se passer ce slide. Donc vous en voyez qu'une ici. Normalement, il y a 4 scénarios qui apparaissent. Il y a 2 familles en fait. Celles qui sont basées sur de la cogénération permettent d'atteindre des taux d'autoproduction en ENR quasiment de 50% à l'horizon 2023. Et celles qui sont sur des solutions solaires thermiques ou mutualisées réseau de chaleur sont un peu moins performantes, à environ 30% au maximum. Donc si on regarde uniquement le scénario le plus efficient, celui basé sur la cogénération biogaz, on voit qu'on arrive à l'horizon 2030 à une substitution complète sur la chaleur par une source renouvelable et environ 30%, un peu plus d'un tiers d'électricité renouvelable. Hors approvisionnement sur le réseau électrique national qui lui aussi verra normalement sa part d'énergie renouvelable augmenter. C'est pour ça qu'à partir de là, on a essayé de construire un scénario des probables et de projeter, excusez-moi, à chaque fois je l'oublie, cette petite planche qui est quand même intéressante, c'est le retour environnemental sur le coût du carbone évité en fonction des investissements. On est à 20 centimes d'euros le kilogramme de carbone évité. Aujourd'hui, par comparaison, la contribution énergie-climat est à environ 5 centimes le kilogramme, ou 55 euros la tonne. Donc on voit qu'on a encore un gap important sur tout ce qui est aide pour la bascule sur ce genre de sources renouvelables. Donc à partir de là, effectivement, on a dit on va quand même projeter des hypothèses qui sont hautement probables, qui sont effectivement l'augmentation de ce mix d'énergie renouvelable dans le réseau national, la poursuite des actions grâce au management de l'énergie d'efficacité énergétique qui vont réduire ou augmenter, on va dire, l'efficience énergétique des procédés chez Carambar & Co. Et puis on a intégré sur le scénario biogaz le plus efficient les potentiels d'augmentation de productible des ENR. Et donc on peut envisager, avec une probabilité assez élevée, que le site puisse être un consommateur à hauteur de 70% d'énergie renouvelable, donc quasiment 80%, avec une part d'électricité renouvelable qui est de 70%, dont 52% serait produite uniquement en contrôle opérationnel par l'usine Carambar & Co.
Donc cette étude, elle montre en fait que en travaillant sur les 3 piliers de la transition qui sont la sobriété, l'efficacité et le développement des énergies renouvelables, et évidemment en étant accompagné par l'environnement externe qui doit garder sa dynamique, Karambarenko peut effectivement envisager un passage de 14% d'ENR en 2015 à presque 80% d'ENR dans son mix énergétique à l'horizon 2030. Donc chez Alternative Carbone, nous avons capitalisé cette étude dans un outil qui permet de traiter maintenant les spécificités sur différents secteurs industriels, notamment en termes de potentiel d'énergie renouvelable, et qui intègre aussi les impacts de la saisonnalité de la production des énergies renouvelables, qui peut être un facteur important sur le dimensionnement ou le choix des technologies qui peuvent être intégrées. Et puis je finis par un dernier point, c'est bien, il me reste 50 secondes. Cette logique-là, elle participe d'une logique plus globale de transition énergétique de l'activité de l'industrie. Et elle peut être aujourd'hui mise en cohérence des grands engagements nationaux qui ont été pris à l'issue de la COP21 et qui visent à à maintenir le réchauffement climatique à 2 degrés maximum, qui est un vrai enjeu, j'allais dire presque civilisationnel. Et donc l'ADEME et le CDP se sont associés pour faire un outil qui inscrit dans une démarche de progrès continu ces politiques de transition et surtout qui les mettent en cohérence de ces engagements nationaux pour chaque secteur d'activité dans l'industrie. Voilà, donc si vous êtes intéressé par cet outil et pour aller plus loin, vous pouvez contacter l'ADEME. Je vous remercie de votre attention, j'en ai fini. Merci. Alors, restez. Et puis, arrêtez de vous cacher dans le coin. Venez au centre, venez à la lumière avec moi. Vous vous cachez tous derrière le pupitre, là. Venez au centre. Alors, j'ai entendu 70-80%. Alors, prenez des micros qu'on vous entende. 70-80%. Est-ce que l'objectif de 100% est envisageable? Ou s'il n'est pas envisageable, pourquoi? J'allais dire que finalement, ça rebondit un petit peu à l'échange qu'on a en tout début. Le but, il n'est pas le 100%, c'est vrai qu'on pourrait se dire, ça veut dire qu'on se déconnecte de l'ensemble du réseau. Après, je pense que la philosophie chez Karambarenko, peut-être que le 100% est envisageable, ça demande des efforts quand même très importants en termes d'efficacité énergétique, qui sont portés par l'usine. Mais le but, il est de rester, d'accompagner justement cette transition avec d'autres acteurs, et notamment, on a vu qu'il y a des potentiels pour mutualiser les besoins et les moyens sur le bassin d'activité. Mais juste, je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas 100%, parce que ce n'est pas possible ou bien parce que ce n'est pas nécessaire? Juste expliquez-nous. Alors, le 100%, ce n'est pas un objectif. C'est une vue de l'esprit. Et cette vue de l'esprit, on se l'est imposée plus sous forme de schéma pour éviter une approche qui ne nous permettrait pas d'avoir accès à toutes les réflexions. Quand vous visez le 100%, vous dites oui, toutes les solutions sont possibles, sont peut-être à notre portée. Néanmoins, on est des industriels. Je vous assure que lorsque j'ai annoncé à un certain nombre de confrères que nous allions mener ce type d'études, on m'a plus souvent ri au nez en me disant écoute Daniel, restons un petit peu sérieux. Si déjà on arrive à 50%, ça sera bien. Ouais. Ok, mais néanmoins, nous fabriquons du chocolat, comme je le disais avant. Donc nous n'avons pas l'expertise énergie. Et l'expertise énergie, il faut aller la chercher à l'extérieur. Et il faut s'ouvrir. Et on ne sait pas de quoi sera fait le monde demain. Si je prends sur les 15 dernières années les évolutions techniques et technologiques, il y a d'autres opportunités qui vont s'offrir à nous. Si je prends sur l'approvisionnement au sein des différents réseaux, on voit bien les différents chiffres qui sont cités et sur lesquels Alternative Carbone a attiré notre attention. Ce sont des objectifs d'État. Et ces objectifs d'État, s'ils sont atteints, vont faciliter les industriels dans leur démarche. Mais ça ne doit pas empêcher les industriels de porter leur responsabilité sociétale à cette réflexion. Comment est-ce que nous nous reposons la question de produire autre chose que du chocolat? Fabriquer de l'électricité, eh bien, il y a 15 ans, on m'aurait dit « Daniel, calme-toi, va t'asseoir ». Et revient quand tu auras les idées un peu plus lucides. Mais néanmoins, aujourd'hui, c'est quelque chose d'actualité. Et je pense que c'est valable pour tous les industriels. Oui. Alors justement, je vous posais la question peut-être d'autre côté. Est-ce qu'il y a des industriels qui sont peut-être plus à même d'aller vers ce chemin? Moi, je considère comme un phare, le fameux 100%, c'est plus une direction que l'objectif, que le bout de la route. Est-ce qu'il y a des industries, des types d'industries qui sont peut-être qui pourraient y aller plus vite, plus facilement que d'autres? La question est difficile. Peut-être que celles qui produisent, on
va dire peut-être des déchets ou qui rentrent dans une logique d'économie circulaire, peuvent peut-être contribuer ou atteindre cet objectif-là par le biais de la réintroduction ou de la valorisation énergétique de leurs déchets dans ce sens-là. Mais c'est vrai qu'après, chaque site industriel, on l'a bien vu, hein, est spécifique parce que voilà, il est contraint par un environnement, par un bassin d'activité, etc. Donc il est très difficile d'identifier un secteur qui a plus de proportions à aller vers 100% qu'un autre. Alors, il y a plusieurs questions qui viennent du public, c'est probablement pour vous. L'impact carbone du secteur du transport direct et indirect, avez-vous pensé à la mobilité électrique, le biogaz, l'hydrogène pour le transport? Effectivement, en fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que avant de s'engager dans cette démarche-là, nous étions partis sur un bilan carbone. Et en fait, c'est le bilan carbone qui nous a amené à nous intéresser davantage à la part énergétique, parce que le bilan carbone sur du chocolat, la part la plus importante, elle porte sur les matières premières. Sur la matière première, nous, sur le site, on n'y peut pas grand-chose. C'est plus le marketing qui va être au niveau central, qui va travailler, qui mène des actions sur le sujet. Donc, nous avons redescendu à l'échelle de l'usine ce bilan carbone pour prendre l'opportunité sur des sujets sur lesquels nous avions un levier direct. L'énergie, en l'occurrence, c'était une approche beaucoup plus à notre portée et sur laquelle nous avions la capacité d'agir immédiatement et d'améliorer la performance. Le transport, bien entendu, fait partie de l'approche bilan carbone. C'est indéniable. Juste pour la petite anecdote, depuis que nous sommes passés Carambarenco, nous avons une approche beaucoup plus franco-française, parce que le groupe est franco-français, mais aussi de partenariat et de proximité, de par une taille réduite de ce groupe. Et nous venons de mettre en place, il y a 4 mois de ça, une plateforme avec 3 de nos concurrents, avec lesquels nous ne travaillons habituellement pas, pour remplir nos camions. Oui. Une approche un peu plus locale et plus de collaboration avec les partenaires. Alors il y a quand même un petit commentaire, tout cela pour remplacer une électricité en France décarbonée à 95%. Vous voulez commenter là-dessus ? Je laisserai mon collègue qui est beaucoup plus expert en la matière. Effectivement, je pense qu'on fait mention à la source nucléaire qui produit les 3/4 de l'électricité française. Alors, on peut regarder effectivement que le versant réchauffement climatique, il est décarboné. Après, il y a d'autres problématiques et quand on a une analyse globale, on regarde aussi les autres exutoires qui sont bien saturés dans ce que montrent tous les rapports du GIEC. Et donc, je pense qu'il y a une potentialité d'analyser au niveau global des impacts qui ne sont pas uniquement sur le réchauffement climatique, mais sur d'autres pollutions et d'autres problématiques. Évidemment, merci énormément. Hein, on peut les applaudir, c'est très intéressant d'avoir cette vision. Donc on voit également l'importance de ces échanges, parce que justement on n'a pas tous les moyens de tout tester, d'où l'intérêt d'échanger avec les expériences suisses, les expériences allemandes, les expériences françaises, en échangeant, en partageant les connaissances. On a cette intelligence collective qui remonte, c'est l'objectif de ce type d'intervention, c'est l'objectif de Campus Industrie 4.0, parce que c'est en partageant les expériences qu'on pourra progresser, devenir plus compétitif, mais répondre également à cet enjeu de civilisation, le réchauffement climatique. On va remercier tous les intervenants pour leurs interventions. C'était très très intéressant, mais la discussion continue. Ils sont là si vous voulez leur poser d'autres questions. Merci, on se retrouve tout à l'heure à 14h pour une autre plénière. Merci.